tous les deux, c'est bon. Bon, je vais être aux côtés d'Hubert Védrine pour cet échange qui va durer une petite heure. Et je ne vous présente plus, enfin je crois que tout le monde vous connaît votre parcours. Mais je vous disais tout à l'heure, un petit aparté avant qu'on vienne ici, que vous êtes certainement, à mon avis, beaucoup plus connu sur vos interventions sur les questions internationales que sur l'écologie. Donc c'est l'occasion aussi, un peu de Larsen, j'espère que c'est pas problématique, c'est l'occasion aujourd'hui de vous entendre sur ce sujet, parce que moi je sais que vous parliez de ce sujet d'écologie depuis un moment. On s'est croisés quand j'étais ambassadeur, on a fait connaissance à cette occasion-là, et on a eu des conversations extrêmement intéressantes qui m'ont conduit à me dire qu'il fallait qu'on vous entende, parce que ce que vous avez à dire est intéressant, et très intéressant même. Alors, on va commencer peut-être, parce que c'est... vous êtes quelqu'un qui analyse de manière assez chirurgicale les choses. On va commencer peut-être par aborder un point sur cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui environnementale, qui est celle qu'on connaît tous, enfin je ne vous en fais pas le descriptif, peut-être aborder dans un premier temps ce qui fait aujourd'hui, ce qui est une réalité, enfin ce qui a été une réalité assez forte par le passé, qui avait décru et qui commence un peu à remonter. Je veux parler du déni de la situation environnementale dans laquelle on peut être. C'est une réalité dans le monde, c'est une réalité en Europe, c'est une réalité en France. Et ce déni aujourd'hui, il faut l'expliquer. Donc, j'ai envie de vous lancer là-dessus, sur cette question du déni. Comment l'expliquer ? Alors, d'abord, je n'ai pas une très bonne voix aujourd'hui, mais j'espère que ça va marcher quand même. Deuxièmement, je vous remercie de m'avoir associé à cette réunion. Je n'ai pas du tout une démarche de politique. D'ailleurs, moi, j'ai été au pouvoir pendant 20 ans, pas dans la politique, au pouvoir pendant 20 ans. C'est très rare quand même, dont les 3 cohabitations. Si par hasard j'avais eu une vision un peu binaire, simpliste, je l'aurais perdu en route. Et donc tout ce que je dis est vraiment totalement indépendant. C'est la combinaison de l'expérience, de la réflexion, etc., etc. Deuxièmement, je me suis intéressé à ces questions depuis toujours, mais pas par un biais annexe qui est que j'adore la nature. Et le seul sport sérieux que j'ai fait dans ma vie, il y a longtemps, c'était l'alpinisme. Donc je suis très sensible au milieu extrême, d'autres c'est la mer, mais moi c'est la montagne. Et donc j'ai vécu à travers le temps dans ces milieux fragiles où on voit bien les évolutions. Quand j'étais à l'Élysée comme secrétaire général, en tout cas à la fin, j'étais très engagé sur ces questions. Déjà, ça ne se voyait pas, parce qu'on ne parle pas dans ces cas-là. Mais mes collaborateurs de l'époque le savent très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu, pendant les années Mitterrand, tous les grands scientifiques mondiaux qui venaient à Paris pour ils venaient saluer le président, ils étaient tous écologistes scientifiques. Aucun n'était dans un parti écologique. Aucun. Donc ça n'a rien à voir, j'y viendrai après. Donc je suis... alors évidemment, après, étant au cœur des choses en politique étrangère, je m'exprime là-dessus, on ne pense pas à moi sur l'écologie. Mais quand même, je suis arrivé il y a maintenant presque 10 ans, dans un livre à dire nos fameuses valeurs universelles, la Charte des Nations Unies. On est quand même devant une situation mondiale où il y a une grande partie du monde qui dit « mais ça, c'est la colonisation ». On dit « non, c'est universel ». Oui, mais c'est vous, en tant que colonisateur. Il y a un débat qui rebondit sans arrêt. Bon, alors moi, je pense philosophiquement que nos valeurs sont universelles, mais il y a bien, à l'heure actuelle, il y a une quarantaine de pays représentant les 2 tiers de l'humanité qui ne veulent pas condamner Poutine. Non pas qu'ils aiment Poutine, ils détestent la guerre, mais ils ne veulent pas être dans notre camp. Enfin, bref, j'ai écrit il y a très longtemps que le terrain sur lequel pourra se refonder la notion de valeur universelle en vrai, c'est la question de la survie, tout bêtement, la survie. Mais il faut prendre conscience du truc. Il ne s'agit pas de la planète. Si la planète est toujours là qu'avec des insectes, évidemment, c'est pas génial pour nous. Alors, je viens au déni.
dans ce long cheminement, il y a quand même un peu de l'arsène. Hein. Je sais pas, on y peut quelque chose, non? Dans la... Ah bon, c'est l'inverse. D'habitude, c'est... Alors bon, il faut distinguer les époques dans le déni. Moi, j'ai connu l'époque où, dans des sommets, tous les pays du Sud, entre guillemets, disaient « c'est pas vrai, on ne peut pas le prouver, c'est trop compliqué, on ne peut pas calculer le climat global. Et la biodiversité, c'est secondaire. » Donc il y a comme une période de déni en vrai, de base. Alors on pourrait parler de l'inculture totale, scientifique, des milieux politiques dirigeants. Bon, ça c'est un élément. Après, j'ai connu l'époque où des pays comme la Chine disaient c'est peut-être vrai, mais c'est pas sûr. Après, il y a une part de vrai, mais c'est pas lié à l'homme. Après, c'est lié à l'homme un peu, mais c'est pas nous. C'est ces salauds d'anglais qui ont inventé le moteur avec le charbon. Bon, vous voyez, dans un changement d'une vingtaine d'années. Je veux dire par là qu'il y a plusieurs sortes de déni, il y a plusieurs moments dans le déni. Et je pense que comme c'est gravissime, il y avait un papier du Monde qui était sidéré du degré de climato-scepticisme. Il faut bien distinguer plusieurs sortes de déni, parce que la réponse n'est pas la même. Le traitement n'est pas le même. Alors il y a donc l'inculture scientifique, qui ne comprennent rien. Bon. Après, il y a la trouille que ce soit vrai dans le déni. Il y a des gens qui se disent, mais si c'est vraiment vrai, on est foutu. D'ailleurs, les écologistes radicaux, ils ont tous les torts, mais en plus, celui-là. Les gens qui disent, on est fichu, comme le disait un peu Yves Cochet, que j'avais à côté de moi au Conseil. Après, il se réfugie dans une forêt, je ne sais pas où. Bon, si tout est foutu, ben, on attend la fin, on ne fait rien. Donc, une partie du déni, c'est un faux déni, en fait. C'est un refus de la vérité qui terrorise. Après, il y a d'autres formes de déni qui masquent les résistances. C'est peut-être vrai, mais on ne peut pas changer notre mode de vie, c'est trop compliqué. On ne peut pas changer le mode de production, on ne peut pas s'en passer. Bon, c'est tellement cher, tellement compliqué qu'on va contester, ça nous protège en fait. Et d'ailleurs, les entreprises pétrolières mondiales, la nôtre étant la moins pire de toutes, mais les entreprises mondiales ont quand même payé énormément d'études pour dire que ce n'est pas vraiment vrai. Et comme il y a toujours des simplifications dans le GIEC, même le conseil scientifique d'Obama a fait un livre qui a un succès géant aux États-Unis sur les incertitudes. Et quand on le lit, on voit que c'est vrai. La plupart des extrapolations sont quand même à la louche. On n'est pas sûr, etc. Mais à la fin, il n'est pas rassurant quand même. Hein. Enfin, il montre que dans les débats publics, en termes scientifiques, ce qui circule est nul, quoi, en un mot. Mais le risque est là quand même. Donc il y a des dénis par trouille, il y a des dénis par intérêt. Des gens qui disent je sais bien que la diligence est condamnée, mais pas tout de suite, quoi. C'est pas la même chose. Et donc les répliques possibles ne sont pas les mêmes. En tout cas, il me semble que l'indignation ne sert à rien. Parce que quand vous retombez sur les gens de base, qui n'y croient pas parce que tous ces gens qui pérorent, on ne les croit pas, vous voyez, on est dans le tronc commun du sceptisme par rapport aux autorités, y compris sur les maladies, vous voyez. Et quand c'est des gens distingués, chics, qui ont des diplômes et compagnie, qui condamnent ces gens-là, ça alimente le scepticisme. C'est un peu l'erreur du moralisme sur le Front National. Quand les gens, la gauche moraliste condamne le Front National, les gens de base qui haïssent les gens qui condamnent le Front National sont alimentés dans leur attitude. Et donc le moralisme a échoué, en gros. Et le Front National devrait être à 12-15, en fait, non pas à 38. Alors on a la même chose sur le déni, à mon avis. Donc il y a un vrai problème qui est que les autorités sont récusées. Et on a donc des débats sans fin où un tartempion qui parle dans la rue a le même poids que machin qui est prix Nobel de physique. Alors c'est bon, on marche à la tête, bon. Mais donc en tout cas, il faut bien distinguer. Et je pense que dans des campagnes politiques, dans des livres, pour essayer de fissurer le déni, les contradictions, les arguments ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, je ne vais pas développer, vous avez compris, mais je suis pour une typologie opérationnelle
des différentes formes de déni, par rapport auxquelles donc l'indignation ne sert à rien. Il faut trouver le cheminement. Alors ça dépend qui parle. Donc il faudrait réussir à trouver des gens qui sont issus de ces milieux, que les gens de base, même un peu sceptiques, reconnaissent comme étant les leurs, et qui on arrive à faire passer tout un travail de... Il faut traiter le sujet scientifiquement. Merci pour cette première réponse, enfin ce premier point, qui d'ailleurs me fait penser au fait que encore récemment, on avait évoqué dans la presse ou ailleurs le fait que l'écologie s'adressait de moins en moins aux classes populaires, voire ne s'est jamais adressée aux classes populaires. Et donc on a peut-être là aussi une question que nous-mêmes on peut se poser, puisque une formation politique, c'est comment on arrive à faire parler, enfin comment on arrive à faire entrer ce sujet dans les classes populaires, parce qu'aujourd'hui ce sujet n'existe pas dans les classes populaires. Donc il y a quelque chose de voisin avec ce que vous venez de dire, où à un moment donné il faut trouver des médias, des médiateurs ou des gens qui font médias. Alors peut-être des gens issus justement des classes populaires aussi pour en parler, ça paraît peut-être une piste. On va peut-être aborder un deuxième point qui découle du premier. Vous l'avez esquissé, c'est que il y a le déni et puis il y a des résistances. Donc vous avez d'ailleurs dit un des dénis s'explique par le fait qu'il y a justement des gens qui ne veulent pas ce changement, ne veulent pas le changement qu'impliquerait la reconnaissance d'un problème environnemental, qui ont un mode de vie, qui ont une activité économique, enfin plein de choses qui font qu'ils ne veulent pas le changer, donc ils sont dans le déni. Et il y a cette résistance au changement. Donc là aussi, quelle est votre analyse sur cette résistance, comment passer outre, enfin pas passer outre, pardon, mais comment la surmonter et comment trouver les réponses auprès de ce public qui a ces résistances, pas l'ignorer, mais au contraire dialoguer avec lui et commencer par le comprendre. Donc c'est peut-être ça sur quoi on a envie de vous entendre. Alors même remarque que sur le déni, il y a une partie du déni qui est complètement idiot, mais de bonne foi, on va dire. Bon. Et il y a du déni qui masque des résistances, et on vient à ça. Il y a des résistances compréhensibles, d'autres non. Il y a des résistances qui est simplement une demande de délai, d'autres qui sont cyniques, etc. Alors, disons, en gros, quand on dit on prend des mesures sur les vieilles bagnoles, brutalement comme ça, pas dans un ensemble programmé, expliqué, le gars dans le Limousin qui n'a que sa vieille bagnole pourrie pour aller à la préfecture, qui est incapable d'accéder à Internet par ailleurs, et il est contre. Il est forcément contre. C'est des mesures complètement stupides. Ils sont logiques. Sur un plan technocratique, c'est logique. Donc il y a plein de mesures comme ça où ce qu'avait tenté Ségolène, je ne sais plus à l'époque, les trucs pour compter sur les autoroutes, comment ça s'appelait? Bon. Bien sûr, il faut faire des trucs comme ça, mais on ne peut pas y aller directement. En plus, si on prend la question globalement, la France, grâce au nucléaire, un sujet dont je viendrai en parlant des écologistes, grâce au nucléaire est le pays développé qui émet le moins de CO2. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire, bien sûr, il faut réduire. Mais on n'est peut-être pas obligé d'être fébrile et maladroit et de prendre les problèmes dans le mauvais ordre. Et on n'arrivera jamais à imposer une écologie doctrinaire, rapide, tout ça, contre les gens, les vrais gens, comme on dit dans les commentaires modernes. Donc je pense qu'il faut être très pragmatique en mettant de la vision, en disant les gars, un jour ou l'autre, il faudra changer. Donc il faudra remplacer les vieilles bagnoles. Ils vont dire, mais si vous arrivez à nous faire des voitures non polluantes pas chères, d'accord. Si c'est pour nous imposer d'acheter des voitures électriques hors de prix, non. C'est des trucs de bon sens basiques. Même chose pour le chauffage. Chauffage et pour l'isolation des bâtiments. Donc il faut, dans les résistances, il y a des résistances, pas que populaires d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas mélanger ça avec les questions sociales. Comme la gauche est totalement perdue, elle ne sait plus où elle est, elle n'a plus de repères sur rien, elle essaie de ramener ça sur le terrain social. Donc le social, ça veut dire augmenter les impôts, pour augmenter les allocations, tout ça. Mais ce n'est pas le sujet, en fait. Il y a une immense partie du défi écologiste qui est une question scientifique, pas que sociale. Bref, je suis pour traiter séparément les résistances compréhensibles, handicapantes,
dangereuses à terme, mais qu'il faut réinsérer dans un processus. Et les résistances qui cachent simplement le refus de faire les investissements, de changer dans le monde industriel. Mais en fait, il bouge plus facilement que le monde agricole, hein, en fait. Donc la question est très agricole. Par exemple, si on dit, vous vous rappelez les histoires sur les différents produits qui attaquent les abeilles ou les coccinelles, tout ça. Bon. Si on dit, il faut interdire ça, alors, hurlement des betteraviers ou je ne sais pas qui, la FNSEA dit jamais on ne peut pas. Bon, il faut leur dire, on comprend que vous ne pouviez pas tout de suite. Et vous pouvez quand? Ils vont dire dans 25 ans. On ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas attendre 25 ans. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Donc, il y a des cas où ce n'est pas l'agriculteur de base qui n'y peut rien, le pauvre, mais des organisations qui essaient de retarder au maximum. On comprend que vous cherchez à retarder, mais l'enjeu est vital quand même, vital. Donc, il faut accélérer. Mais si on débat comme ça, c'est pas noir et blanc, quoi. C'est mieux. Voilà, donc mon idée est simple, si on n'est pas en train de faire un programme en commun, mais il faut traiter bien isoler, bien identifier les résistances, bien les distinguer et réussir à ne pas prendre de front, comme l'ont fait certains gouvernements bien intentionnés mais maladroits, la résistance normale des gens normaux. Les gens normaux, ils sont des enfants qui sont paniqués par tout ça. Donc les gens normaux, ils sont tout à fait d'accord pour dire oui, on va s'adapter. Je ne peux pas tout de suite, mais je suis d'accord pour m'adapter. Aidez-moi. Aidez-moi, ce n'est pas que des subventions, hein. Et là, on rejoint le côté invention. Invention. Voilà, donc même remarque que pour le déni, une analyse détaillée, méthodique, différenciée, idem sur les résistances, et qui aboutit à des réponses, des politiques ou des arguments politiques, si vous êtes en campagne, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, pour essayer de dissocier les dénis, de dissocier les résistances, pour essayer d'enfoncer des coins là-dedans. Alors, on va aborder un sujet qui est un peu un filigrane de notre journée, même si c'est normal qu'on le fasse aujourd'hui et qu'on le fasse même dans les prochaines semaines pour expliquer aussi la raison pour laquelle on a posé sur la place publique cette nouvelle offre politique. C'est de parler de ceux qui occupent aujourd'hui le terrain à eux seuls, enfin en grande partie, quasiment exclusivement le terrain politique que sont les Verts, ou Europe Écologie Les Verts. On en a parlé ensemble. Vous avez une analyse sur la situation qui est assez proche de ce que nous on pense. Et j'avais envie là aussi que vous puissiez nous exposer votre point de vue, parce que c'est pas juste tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. C'est qu'il y a des choix aussi et des décisions qu'ils ont portées à travers les années qui, selon vous, sont la cause d'un certain nombre de situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc ces impasses, voilà, peut-être revenir là-dessus. Vous, aujourd'hui, quel bilan vous faites de cette action des écologistes et des Verts que vous avez côtoyé au gouvernement sur les années passées et puis d'une certaine manière sur la situation actuelle aussi dans laquelle nous sommes avec eux? Je dissocie évidemment les gens que j'ai fréquentés au gouvernement, comme Hulot, Voynet, Gaucher et d'autres, et que j'aime bien, ou que j'ai connu avant Brice Lalonde, dont je suis beaucoup plus proche, et d'autre part le jugement global. Alors je pense que le jugement global des Verts politiques est négatif, est vraiment négatif, qui nous fait perdre beaucoup de temps. Alors, je reconnais évidemment, il y a forcément des Verts, ils ont eu des idées à certains moments qui étaient utiles, ils ont attiré l'attention sur des sujets, je suis d'accord. Hein. Tout n'est pas négatif, j'ai dit globalement. Hein. Tout n'est pas négatif dans le moindre détail. Mais ils ont une responsabilité quand même très lourde. D'abord, il y a une influence des Verts allemands qu'il faut analyser, parce que les Verts allemands, ils ne le savent même pas. À l'origine de la phobie allemande sur le nucléaire, il y a le rejet compréhensible des Allemands contre la stratégie militaire des États-Unis dans l'OTAN en Allemagne. C'est-à-dire une stratégie qui s'est appelée pour les spécialistes la riposte graduée, qui remonte aux années 60, qu'ils n'ont pu imposer que quand De Gaulle est sorti, mais pas avant. Il est sorti au bout de plusieurs années, en disant
La menace nucléaire États-Unis-URSS, c'est quand même angoissant. Donc il faut qu'il y ait des missiles à moyenne portée. Et donc c'est une attaque de l'Est. On va commencer par taper sur l'Allemagne de l'Est, avec des missiles venus d'Allemagne de l'Ouest. Missiles nucléaires américains contrôlés par les Américains. Les Allemands ne savaient même pas où c'était. Donc guerre nucléaire éventuelle, qui n'a pas eu lieu, heureusement, la dissuasion, mais entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Alors les Allemands ont détesté ça, c'est évident. D'abord, ils sont jaloux parce que profondément, ils n'ont pas eu le droit nucléaire après la guerre, bon, normal. Et après, le rejet de cette stratégie que l'URSS a alimentée en sous-main. Alors on est déchaîné sur Poutine, mais l'URSS en faisait 10 fois plus, en influence par-dessous. D'autant qu'il y avait d'énormes partis communistes pro-staliniens à l'époque, pro-soviétiques. Bref, il y a eu la détestation du nucléaire américain en Allemagne, puis du nucléaire militaire en général, puis du nucléaire en général. Et les Verts allemands, qui sont très occidentalistes aujourd'hui, droit de l'homme, ce machin, ils ne savent même pas qu'ils descendent de ça, en fait. Et que leurs leurs ancêtres politiques étaient énormément financés par l'URSS. Bon, on n'est pas dans une émission, je peux polémiquer bêtement, mais il se trouve que les Verts allemands ont influencé tous les Verts en Europe. Et c'est devenu, chez les Allemands, central phobique. Vous avez vu ce que ça a donné. Ils ont exercé une telle pression sur Schröder puis Merkel, qui sont sortis du nucléaire, qui ont relancé le charbon. Relancé le charbon avant l'attaque de Poutine. C'est effrayant, c'est incohérent. Bref, nos Verts à nous, ils ne sont pas comme les Verts allemands, mais il y a une influence quand même. Au Parlement européen, c'est évident, l'influence. Dans les commissions, c'est évident. Alors, quels sont les éléments pour lesquels je trouve que leur bilan est néfaste? Donc, le rejet du nucléaire. Ils ont réussi quand même à peser, à intimider des gouvernements de gauche et de droite, jusqu'aux accords que vous connaissez, spécialement la gauche, mais pas que la gauche. L'arrêt de Fessenheim est une connerie absolue en termes scientifiques, technologiques. Ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, il y a eu des majorités de gauche ou bien un centre-droit tellement fragile qu'elles ne pouvaient pas rejeter les Verts comme ça. Donc ils ont fait perdre du temps. Ils auraient dû se mobiliser depuis 30 ans sur la sortie du charbon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le charbon, puis le pétrole, puis le gaz? Vous voyez bien, ils n'ont rien fait. Donc, une responsabilité énorme. Il faut se libérer de ça. Absolument. Deuxièmement, c'est d'ailleurs le lien, ils sont anti-scientifiques. Et vous constaterez qu'aucun parti écologiste n'a inventé la batterie de l'avenir. Ils n'ont d'ailleurs aucun conseil scientifique. Il peut y avoir tel ou tel scientifique à titre personnel qui vote écologiste parce qu'il n'aime pas les autres. Bon. Mais ils n'ont pas de crédibilité scientifique en réalité. Donc il y a une sorte de rejet qui les amène dans un nulle part. Alors évidemment, il y a des questions d'adaptation de la société, mais la société mondiale, je ne parle même pas des émergents qui veulent que se développer, mais on ne va pas revenir à avant le moteur. Ou alors on revient à l'esclavage à ce moment-là. Je vous rappelle d'ailleurs que la vraie chose qui a permis de mettre fin à l'esclavage, qui a marqué toutes les sociétés humaines, à grande échelle, ce n'est pas les ligues anti-esclavagistes, qui avaient beaucoup de mérite, c'est très bien, mais c'est l'invention du moteur. Et il y a un des écologistes pro-nucléaires, Jean Covici, je crois, il a calculé que, compte tenu des moteurs modernes, nous avons chacun de notre disposition 400 esclaves. Donc on peut arrêter tout ça et demander à Total d'arrêter demain matin, d'ailleurs, si on va retrouver 400 esclaves. Je ne sais pas où, bon voilà. Donc il y a quand même une sorte d'incohérence scientifique absolue fondée sur une inculture scientifique absolue. Donc il ferme une porte. Donc il faut inventer évidemment les modes de production, les modes de déplacement, les modes de tout pour l'avenir. Les Verts devraient être passionnés par évidemment les économies d'énergie, par les nouveaux types de moteurs, par les moteurs électriques à condition qu'on fabrique l'électricité, par je sais pas quoi, la fusion nucléaire, par mille choses. Et vous voyez jamais de congrès des écologistes politiques
pour faire le point des dernières innovations. Alors, quand vous prenez des revues scientifiques de vulgarisation, il y a tous les mois, vous voyez qu'on a inventé un truc, un moteur qui est moins polluant, une molécule qui est moins dangereuse, un produit agricole qui va être très utile dans l'agriculture raisonnée, moins qu'avant. Bon, mais sans arrêt. Ils n'en parlent jamais. Bon, énorme faiblesse. Et ils alimentent une inculture scientifique qui est déjà quand même assez répandue, parce que les études montrent que dans les débats économiques, c'est rigolo, parce que les gens mélangent les millions, les milliards, les dizaines de milliards. Dès qu'il y a plus de 2 zéros, les gens mélangent tout. Donc c'est idiot d'aggraver tout ça, quoi. Bon. Le troisième élément, c'est qu'ils ont mélangé, ils ont usurpé le terme d'écologiste pour parler d'autre chose, en fait. Alors nos partis écologistes, ils militent, ils sont alignés sur le radicalisme woke américain. Ils ne se rendent pas compte, mais on n'a jamais vu des partis aussi influencés par les Américains. Même les vieux partis atlantistes de la 4e l'étaient moins que ça. Donc ils sont alignés sur le mouvement woke, ce qui veut dire radicalisme féministe dur à l'américaine, c'est-à-dire la guerre contre les hommes en gros, radicalisme absolu LGBT, radicalisme absolu noir américain, comme si les immigrants français ressemblaient aux noirs américains. C'est une histoire totalement différente, etc., etc. Il y a un livre excellent d'un Jean-François Bronstein qui a voté PS toute sa vie, mais PS raisonnable, vous voyez, centre-gauche. Prof à la Sorbonne, il a baissé les bras. Et il a fait un livre sur la religion woke, pour montrer que c'est une religion fanatique, rebelle à toute démonstration logique, évidemment. Alors ils ont le droit, ils ont tout à fait le droit de créer un parti woke pour voir si les gens sont d'accord. Si les gens votent pour eux, ça leur donne de la force. Mais à mon avis, ils n'ont pas le droit d'usurper, de se présenter comme les écologistes, pour fourguer une autre marchandise. Donc ça pollue énormément le débat. Et vous voyez l'état dans lequel est la gauche qui mélange tout. Donc si vous prenez ces trois éléments, même si tel ou tel écologiste a eu une bonne idée, que tel ou tel maire peut avoir une bonne idée, etc., bien sûr, on ne peut pas être systématique. À mon avis, c'est un bilan négatif. Et il faut tout faire pour en sortir. Je pense que sans être membre de rien, moi j'approuve beaucoup votre démarche. Elle est d'intérêt général, je trouve. Ouais, merci beaucoup. Vous noterez que nous n'avons demandé à aucun de nos intervenants depuis ce matin de prendre position pour ce qu'on est en train de faire, qu'on a respecté leur indépendance et que naturellement, sans le leur demander, ils finissent par nous dire que ce qu'on fait a de l'intérêt. Merci beaucoup de le dire. Ça nous conforte évidemment dans ce qu'on est en train de faire. Et je vous remercie d'avoir souligné ce point qui est important, hein, et on le portera dans les semaines qui viennent. C'est qu'il est paradoxal de constater que Europe Écologie Les Verts vient de changer de nom pour s'appeler Les Écologistes, et que c'est à ce même moment qu'on a envie de leur dire « mais vous n'avez pas le droit ni d'utiliser le les, le D, à la limite, des écologistes, pourquoi pas, mais les, vous n'êtes en aucun cas l'intégration totale de tout ce qui fait écologie en France. Et même écologiste, on a un sujet avec vous. Vous dites matin, midi et soir que vous êtes des écologistes, mais à peine êtes-vous élus que les sujets que vous portez n'ont rien à voir avec l'écologie et l'environnement. Mais rien. Donc, tromperie sur la marchandise, si je puis dire, d'une certaine manière, vis-à-vis des électeurs qu'ils sollicitent. Je ferme la parenthèse, mais c'était juste pour souligner à quel point je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. On va peut-être passer quand même au point le plus important par rapport à ce que vous avez dit ici et ailleurs, qui est... alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a analysé le déni, analysé les résistances, expliquer que la force politique qui se prétend la seule à pouvoir faire les choses ne la fait pas, et fait même le contraire, et même fait des choses contre-productives depuis des années. Comment on fait? Voilà. Comment on avance?
quelle est la méthode de travail? Vous avez parlé d'écologisation. C'est quoi cette écologisation? Comment procède-t-on? Qu'est-ce que vous sentez comme étant la bonne méthode pour avancer, peut-être avec quelques exemples, sur cette écologisation de la société, qui est la méthode de travail que vous préconisez? Alors, vous venez au point essentiel, là. Pendant longtemps, on a eu le mot environnement. Et je crois que le Premier ministre, c'était Poujade, c'est ça? Mais le terme n'est pas bon, parce qu'environnement, ça veut dire le cadre extérieur autour de moi. C'est très nombriliste, c'est pas descriptif, c'est pas évident. Alors le mot écologie est arrivé. Bon, il est bien, mais il est statique. Si on dit écologie, c'est comme si on dit industrie. C'est un domaine. Hein. C'est pas une dynamique. Alors longtemps après, il y a eu le mot transition, qui est pas mal, qui est mieux déjà, parce qu'il y a un mouvement. Mais la plupart des gens l'entendent par transition énergétique. C'est très important. Hein. Mais je me suis rendu compte, au fil du temps, parce que j'ai parlé quand même des centaines de fois depuis 10-15 ans sur le sujet, qu'il y a un mot qui fait que les gens comprennent mieux ce dont il s'agit. C'est un mot qui est copié sur industrialisation et qui est écologisation. Quand on vous dit industrialisation, je vais vous dire c'était quand. Vous allez me dire, ça dépend, ça a duré un siècle ou deux. Voilà. Donc, écologisation, c'est un processus. C'est un processus. Donc, si on parle processus, on n'est plus dans le monde manichéen. Il n'y a pas les gentils écologistes, bidons, là, usurpateurs, et les autres qui sont tous des méchants, capitalistes, blablabla, avec en plus le délire sur le capitalisme, parce que le vrai problème, c'est le productivisme, puisque le bilan écologique des régimes communistes était pire que le reste. Donc, l'attaque qu'ils nous refourguent là, sur le capitalisme libéralisme, c'est une connerie, c'est pas le sujet en fait. Productivisme, c'est un sujet. Bref, écologisation, je me suis rendu compte que ça fonctionnait mieux. J'ai d'ailleurs dit à plusieurs présidents successifs, mais pour des raisons, je sais pas quoi, technocratiques, ils l'ont pas assez utilisé. Avant d'être c'est d'abord une pédagogie, ce mot. C'est un slogan. Et dans la langue politique, il y a plein d'éléments très utiles pour faire bouger les esprits. Si on est dans l'écologisation perpétuelle, là, maintenant, tout le siècle qui vient, tant qu'il y aura des hommes, pour reprendre un film, les gens vont dire oui, mais comment? Eh bien, on entre dans le débat. Alors après, c'est pas la même chose. Si vous dites écologisation de l'agriculture, par exemple, les gens vont dire mais on a une agriculture qui est trop chimique, ultra productiviste, avec des taux de rentabilité incroyables, mais sinon on ne peut pas nourrir l'humanité. On va dire, bon, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas y arriver avec l'agriculture biologique? Non, si elle est vraiment biologique, elle est très loin derrière. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, on peut l'améliorer. D'ailleurs, on l'améliore régulièrement. Entre les deux, il y a l'agriculture raisonnée, qu'on peut perfectionner. Alors après, ça va dépendre si vous parlez à quelqu'un qui fait du maïs en France, beaucoup trop d'ailleurs, s'il faut trop d'eau, enfin bon, ou quelqu'un qui fait du blé dans la Brie, ou quelqu'un qui fait des vaches dans le Cantal, bon, il y a une réponse domaine par domaine. Donc le programme d'écologisation de l'agriculture doit, à mon avis, reposer sur énormément d'avancées scientifiques, mais c'est bourré de gens à l'INRA ou ailleurs qui sont bourrés d'idées, en fait, et qui, en disant, voilà comment on peut faire dans tel ou tel domaine. J'ai cité la betterave, si on interdit ceci ou cela, est-ce qu'ils peuvent y arriver quand même? Donc on donne des délais, on négocie, mais on négocie sur une base, disons, qui veut avancer, d'écologisation. On veut écologiser. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Donc il faut introduire beaucoup d'inventions. On n'a pas besoin de manifs, en fait. On a besoin de chercheurs, d'inventeurs, d'ingénieurs, ceci, cela. Il y en a des millions dans le monde. Hein. Donc chaque domaine. Et après, il faut voir la traduction politico-sociale pour éviter ce que j'ai raconté sur le brave gars avec sa vieille voiture dans le Limousin, bon, entre autres. Tu sais parce que je suis né en Creuse, moi. Je connais bien
ce monde-là. Je suis parisien, moi, je là-bas. Après, vous allez prendre l'industrie. Alors, il y a des tonnes d'industries différentes. Aujourd'hui, des gens arrivent à faire des cimenteries, je parle des nouvelles, hein, qui recyclent à 99%. Il n'y a quasiment pas de rejet. Alors, de là à transformer toutes les cimenteries dans le monde, il y a tout un chemin. Mais alors, l'industrie, c'est quand même bourré d'ingénieurs qui se font engueuler tout le temps par les écologistes, mais qui sont passionnés par le sujet. Il n'y a pas une entreprise industrielle dans le monde qui ne soit branchée sur ce sujet. Donc ce n'est pas du tout des gens qui disent on s'en fiche totalement, on continue comme avant. Ça n'existe quasiment plus, même en Chine. Même en Chine. Donc il y a plein de gens qui cherchent. Bon, alors après, je ne vais pas faire un cours de 3 heures, mais ça dépend si c'est la chimie ou ceci, cela. Bon, l'énergie, c'est un vrai problème. C'est évident que c'est un vrai problème. C'est évident, comme je l'ai dit, apparemment c'est très simple. Réduire la lignite, bien sûr. Arrêter la lignite. Arrêter le charbon. Réduire le pétrole. Il faut trouver des remplacements. Réduire le gaz. Augmenter énormément les énergies nouvelles. Les énergies nouvelles renouvelables, à condition qu'elles soient renouvelables, donc stockables. Ça nous renvoie aux batteries. Il ne faut pas qu'elles soient que chinoises, etc., etc. Enfin, vous savez tout ça. Mais il faut qu'il y ait une sorte de plan d'ensemble. Tout le problème étant que comment faire un plan mondial. Même la Chine, qui avait commencé avant le Covid et les crises à réduire le charbon, à augmenter les centrales nucléaires, continue les centrales nucléaires à relancer le charbon. Mais de toute façon, on ne va pas leur faire la guerre. Hein. On ne va pas envahir la Chine, on ne va pas recoloniser le monde entier, ni au nom des droits de l'homme, ni au nom de l'écologie. Hein. Donc on est obligé de négocier. Mais non, on peut négocier de façon dure, exigeante. Donc après, vous pourriez faire un truc de 3 jours sur l'industrie, domaine par domaine. Les transports, c'est un autre. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien d'emmerder les habitants des centres-villes, comme le font les maires écologistes élus par des populations qui se déplacent en vélo là, dans les centres-villes. Ça ne sert à rien. Le résultat écologique, c'est epsilon, parce qu'on est le pays qui émet le moins de CO2 à cause du nucléaire. Epsilon. Et j'espère qu'ils se feront virer la fois d'après, sauf s'ils deviennent des écologistes positifs, comme vous. S'ils se rallient à vous en disant on est positif, on est réaliste, on est pragmatique, on apporte des solutions, très bien. Et ce sont des écologistes sans solution, en fait. Donc, vous voyez, mon truc est très ambitieux. Alors, j'ai dit industrie, agriculture, transport, je ne vais pas énumérer, mais c'est évident qu'il faut changer les modes de vie, mais on peut le faire. On a commencé à regarder le tri sélectif. Il y a 20 ans, les gens trouvaient ça insupportable, odieux, dictature absolue. Bon, évidemment, les gens s'y font peu à peu. Donc, moi, je crois quand même, surtout qu'il y a la dynamique entre les générations que j'ai évoquées, à condition que les jeunes ne soient pas que des écologistes gauchistes fous. Parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas dans le... Si vous avez simplement un enfant écologiste qui milite pour l'écriture inclusive, d'abord, il ne faut pas accepter, mais c'est un autre sujet. Ça ne résout rien. Donc, il faut cliver. Votre rôle historique, c'est de cliver ça. Donc voilà, moi, je vois l'écologisation comme un processus. Alors, dans un petit livre dont j'avais parlé de ça, j'avais dit il faudrait faire un bilan régulier. Alors d'abord, j'avais proposé ce qui n'est pas... Alors il y a le secrétariat pour la planification, c'est pas mal, c'est mieux. Moi, j'avais proposé que dans tous les gouvernements du monde, le numéro 2 soit chargé de l'écologisation, le vice-premier ministre. J'ai d'ailleurs dit à Guterres, que je connais, qui a dit « Ah ouais, c'est une bonne idée ça, mais il n'a pas le pouvoir de changer tous les gouvernements. » Et il serait en relation entre eux. Alors, il n'aurait pas de service à eux. On ne peut pas être chargé de l'écologie et de l'agriculture. Écologie et industrie, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un arbitrage au-dessus. Après, moi, je pense qu'il faut un bilan régulier par une sorte de conseil des générations futures. C'est une idée que j'ai piquée à Attali, qu'il avait piquée à Robert Lyon, qu'il avait piquée je ne sais pas qui. Bon. En tout cas, un conseil, pour le coup, plutôt de scientifique, hein. Mais de scientifique un peu réaliste aussi, qui dirait tous les ans, ben voilà, cette année, on a avancé bien là-dessus. Là, on a reculé. Là, on n'a pas bougé, on pourrait faire mieux. Quelque chose d'indicatif. À la limite, c'est ce que pourrait faire Bayrou et le comité s'il faisait quelque chose, vous voyez.
Mais il faudrait que ce soit plus net. Non pas comme une sanction politique, mais un encouragement intelligent. Il y a la question des bonnes pratiques. On pourrait dire, là, on a bien avancé, c'est très bien. Là, on a stagné alors que le Laos, la Norvège, pas comme le Zimbabwe, on fait des trucs. Vous voyez, quelque chose d'encourageant. Toujours la dynamique. On est dans une dynamique. Conseil des générations futures. Mais on ne mettrait pas que des jeunes, hein, parce que sinon... voilà, donc c'est tout un processus. Et pour moi, ça devrait devenir une sorte d'horizon programmatique et politique pour des dizaines d'années, englobant presque tout. Alors je ne dis pas que les autres problèmes vont disparaître, mais ça engloberait tout. Et la question sociale de l'adaptation des gens les moins bien placés, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas centrale en fait. Vous voyez, contrairement à ce que dit la vieille gauche pour se remettre dans le circuit, elle n'est pas centrale. Il y a plein d'exemples que j'ai cités qui relèvent d'inventions intelligentes. Voilà pour l'écologisation. Je voulais juste peut-être... Il y en a pour 30 ans. Hein. Oui, non, et puis là, de discussion même, je pense, entre nous, mais quand même. Je voulais juste rebondir sur un point sous forme de question pour compléter. C'est un point que vous avez soulevé aussi dans la presse. J'ai lu des articles d'interview de vous là-dessus, sur le fait que si on a ce raisonnement, s'il est structuré, s'il est organisé, y compris même dans une organisation gouvernementale avec un vice-premier ministre, d'une certaine manière, c'est que le secrétaire général à la planification écologique est une vraie amorce de ça, et avec justement une autorité qui est celle de la première ministre. Donc on est au bon niveau pour les arbitrages. Mais justement, la question, c'est les arbitrages. Les arbitrages, ils sont de quelle nature? S'ils sont sur cette planification, sur cette vision finalement, la planification d'ailleurs dont on nous en a parlé ce matin, la personne qui est venue nous en parler, le secrétaire général adjoint, Frédéric Glanois, c'était des arbitrages assez satisfaisants quand même, puisqu'ils sont à un horizon, un pas de temps court, hein, c'est 7 ans, hein, c'est 2030. Mais il n'en demeure pas moins que la réalité, et on en parlait tout à l'heure, la réalité d'action d'un ministre et d'un Premier ministre et d'un président de la République est souvent une situation de réponse à des situations de court terme. On est rattrapé par l'actualité, on est rattrapé par des émeutes, on est rattrapé par toute une série de choses qu'on ne maîtrise pas en processus de planification. Et voilà, mais je voulais que peut-être on regarde ça, parce que chaque ministre est rattrapé par du réel, et comment est-ce qu'il répond à ce réel du quotidien par rapport à cette planification sur laquelle justement il faut être en anticipation. C'est le pouvoir, ça. C'est la vie au pouvoir. Alors, évidemment, c'est de plus en plus compliqué. Mais dans tous les cas, même dans les démocraties qui sont en danger, hein, pas à cause de Poutine, elles sont en danger à cause du décrochage des classes populaires et moyennes qui veulent plus la représentation, qui veulent la démocratie directe, qui serait un bordel total, et la dictature de tous sur tout le monde. Enfin bon, il y a un vrai problème de, disons, relégitimer la démocratie. Mais il y a longtemps que c'est déjà comme ça. Déjà à mon époque, qui est assez ancienne, dans un domaine moins exposé, mais quand même, il y a des crises internationales qui vous prennent à la gorge. Je pensais déjà qu'il y avait deux politiques à mener: répondre à l'hystérie du moment, les gens excités par ceci, cela, l'information continue, les machins, bon, tout ça, et suivre sa boussole, toujours, quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'art de gouverner. Hein. Les gens qui sont soumis au premier, il ne faut pas qu'ils restent, il ne faut pas qu'ils soient élus. Bon. Donc on a besoin de gens qui gèrent les deux, non pas pour mépriser l'émotion des gens, mais le système médiatique est une machine à hystériser les émotions. Ça ne nous donne aucune solution. Donc il faut avoir en tête les deux, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller trop loin dans la démocratie directe. C'est hyper dangereux. Oui, on a tous un ou deux portables. On pourrait être interrogé chaque matin sur est-ce qu'on rétablit la peine de mort. Il y a eu un crime atroce hier, toc, j'ai rétabli. Le lendemain, est-ce que vous confirmez? Non, c'est pas du tout mes idées. Je sais pas. C'est pas ce qui m'a pris. Je suis tout à fait contre. En fait, j'abolis. Bon.
Les impôts. On est le pays le plus imposé au monde, c'est effrayant. Il faut réduire les impôts. Le lendemain, budget des hôpitaux. Ah ben, il faut le tripler. C'est ça la démocratie directe. Donc si vous voulez que notre pays décroche encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui, vivez la démocratie directe. Donc il faut trouver un autre chemin. Donc après, dans l'art du pouvoir, si on dit, est-ce que vous voulez qu'on sauve la vie sur la planète? Oui. Normalement, il y aura tout le monde, sauf quelques suicidaires très isolés. Bon. Même en Chine, vous voulez qu'on sauve la vie pour vos enfants? Mais oui, bien sûr. Même l'Africain le plus désespéré, oui. Oui. Bon. Donc on va engager une politique. Oui, d'accord. Après, ils ne sont pas d'accord sur les mesures, mais ils vont dire pas maintenant, dans 10 ans. Non, on ne peut pas, dans 5 ans. Ah, bon. Bon. Donc il faut qu'il y ait les dirigeants politiques qui ont un rôle pédagogique, pour ne pas dire de sorcellerie ou de thérapie, et ils doivent imposer un thème. Nous sommes engagés dans le siècle de l'écologisation. C'est une question de survie. C'est ce que commence à dire Guterres. Hein. Mais il parle de l'ONU, donc tout le monde s'en fout. Mais les dirigeants nationaux doivent dire ça. Bien sûr, on va l'adapter à notre cas particulier, notre économie particulière, etc., etc. Donc s'il y a un discours permanent, alors le discours depuis très longtemps, c'est le progrès. Les gens ont droit au progrès. C'est quand il n'y a pas le progrès, ils sont furieux contre le gouvernement, qui n'y peut rien d'ailleurs. Bon. Donc il y a une sorte de droit au progrès perpétuel, hein, illimité. Les arbres montent jusqu'au ciel. Il faut remplacer ça par l'écologisation de tout. C'est une question de survie collective. Donc je pense que plus on parle fort et haut, historiquement, plus on peut gérer le drame de la veille ou de la semaine. Le mieux possible, le moins mal possible. Mais il faut redonner une hiérarchie. Ça veut dire beaucoup de pédagogie. Alors cela dit, la limite, c'est qu'on parle franco-français là, un peu. Alors il y a l'Europe, bon. Mais nos gauchistes verts, là, Europe écologie. En Europe, il y a l'Allemagne au centre, qui a lâché le nucléaire, qui a relancé le charbon. Comment ils se démerdent de cette contradiction? Qu'est-ce qu'ils font avec? Et il ne faut pas qu'ils croient que, par le biais de l'Europe, ils vont être assez puissants pour avoir une commission à leurs mains qui vont imposer aux populations d'Europe des choses dont les gens ne veulent pas. La commission n'aura jamais la légitimité pour faire ça. Donc c'est un faux semblant de plus dans leur... Voilà. Ce dernier point était important, je crois, hein, de vous entendre sur cette nécessité d'être réaliste sur le fait qu'on est rattrapé par le quotidien tout le temps, mais que ce qui nous permet de continuer à gérer tout ça et d'être dans le juste, c'est d'avoir cette vision et cette ligne. Donc ça, c'était un point important. Il nous reste 5 minutes, comme le montre Inès au premier rang. Et sur ces 5 petites minutes qui nous restent, j'avais envie d'en profiter pour vous lancer sur un sujet qui n'a pas, je trouve, la profondeur de ce qu'on vient de se dire, qui revient sur un point qu'on a abordé en fin de matinée, que Nicolas, qui, je ne sais pas, est parti où, mais avait abordé, qui est les COP aujourd'hui, qui sont... à répétition, tous les ans on fait une COP climat, tous les 2 ans on fait une COP biodiversité, enfin des COP, et d'ailleurs des COP il y en a beaucoup plus que une, 2 ou 3, il y en a des dizaines, même que juste sur l'environnement. Et effectivement il y a cette petite musique lancinante, fréquente, régulière qu'on entend de la part de politiques, qu'on entend de la part de médias et de journalistes, qui est de dire ça sert à rien ces COP. Et donc, ce dialogue de la communauté internationale autour des enjeux d'environnement, ça ne débouche sur rien, ça ne sert à rien. Cela étant, ce matin dans la discussion, Bertrand Piccard a donné un point de vue différent, donc c'est pas d'unanimité sur la tribune ce matin sur ce point-là, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus. Alors, moi, je suis donc un réaliste, comme tout le monde le sait, et je passe mon temps à dire qu'il n'y a pas de communauté internationale. Le terme est trop chaleureux. C'est un objectif. Et vous ne sentez pas en communauté avec Poutine en ce moment, ni avec les islamistes, ni ceci, cela. Il y a un monde qui est une foire d'empoigne, qui n'est pas du tout géré par la Charte des Nations Unies, encore moins par le préambule, qui est un texte magnifique
mais c'est du wishful thinking, vous voyez. Bon. Donc, il faut abandonner déjà des concepts qui envahissent notre cerveau, être très comme ça. Les nations ne sont pas unies. Non, ONU, le U est de trop. Mais c'est très bien qu'il y ait le rendez-vous des nations. Si on supprimait les Nations Unies sous prétexte qu'elles n'ont pas répondu à des attendus illusoires, qu'est-ce qui marcherait mieux après? Rien. Bon, alors, dans cette situation, où en plus, le monde occidental n'a plus le monopole, on ne peut pas dire on s'est converti à l'écologie, les gars, donc on vous a colonisé, évangélisé, droit de l'homisé, blablabla, maintenant on va vous écologiser. Non, ça ne marche plus. Donc, on ne peut pas avoir cette illusion. On est devenu... On n'a plus le monopole, on est puissant et riche, hein, mais on n'a plus le monopole. Donc dans cette situation, tous les moyens sont bons. Il faut organiser des systèmes de pression collective, d'interdépendance, d'entraînement, les meilleures pratiques. Jouer sur le fait que même dans les pays les plus rebelles à ce qu'on raconte, il y a des petites opinions quand même qui commencent à exister. Il y a des gens qui pensent à leur avenir, les enfants, tout ça. Et donc... je pense que si on supprime les COP, rien n'est mieux. Il n'y a pas un seul sujet qui marche mieux. Alors, on voulait me dire, oui, d'accord, mais il faut faire des COP avec des gens de bonne volonté, des sortes de boy scouts internationaux, je ne sais pas où. Et aller à Abu Dhabi, c'est quand même too much. Non, c'est l'inverse. Précisément, il faut interpeller les grands patrons pétroliers du monde qui ne font pas du pétrole pour nuire à la planète. Hein. Ils font du pétrole parce qu'il y a une demande. Il faut leur dire, qu'est-ce que vous faites, vous? Ils répondent plus ou moins bien. Et le nôtre est le moins mauvais, si vous vous comparez aux compagnies américaines, par exemple. Bon. Alors là, la COP à Abu Dhabi, on dit c'est comme insensé d'aller à Abu Dhabi, d'autant qu'ils disent que le pétrole est dans la solution. Parce qu'ils vont mettre des milliards sur la captation du CO2. Et nous, on va dire ça ne suffit pas, d'accord? Il faudrait d'ailleurs, dans l'avenir, non pas capter le CO2 à la sortie des raffineries, mais dans l'air. Là, il y en a plein dans la pièce. Donc si on invente des gros aspirateurs à CO2, il y en aura des milliards de milliards sur la planète entière. Et peut-être qu'en 50 ans, on aura diminué le stock de CO2. Bon. Donc ils vont jouer que la carte et que, disons, l'invention. Nos écologistes vont dire non, jamais. Parce que si on parle d'invention, nous n'allons pas faire le changement social. Que nous, on veut faire la révolution, nous, à travers l'écologie. Donc surtout pas d'invention. Ce serait très dangereux. Robespierre avait des réactions comme ça sur certaines inventions. Bon. Alors nous, il faut dire invention, très bien, ça ne suffit pas. Captation du CO2, très bien, ça ne suffit pas. Mais on a envie de savoir comment vous, Abu Dhabi, vous incarnez l'inverse de ce qu'on veut, en fait. Vous-même qui ne vivez que du pétrole et du gaz. Comment vous concevez l'avenir? Ils ont tous des plans 2030, 2040, 2050, parce qu'ils sont obligés, en Arabie, à Abu Dhabi, à Dubaï et compagnie, d'imaginer l'après-pétrole. Alors ça fait leur ficher une trouille bleue, parce que c'est pas évident. Mais ils sont obligés eux-mêmes de se poser la question. Donc il faut y aller massivement et dire qu'est-ce que vous répondez, vous, alors que vous représentez précisément ce qu'on voudrait dépasser dès demain. Donc moi je vois aucun intérêt à arrêter les COP, aucun intérêt. Alors après ça dépend de l'intelligence, le dynamisme, la ruse des pays qui sont dans les COP pour les orienter le mieux possible. Ça ne réglera jamais rien, mais il y en a pour des dizaines d'années, en fait. Donc, une forme de harcèlement par les COP. Voilà mon avis. Mais merci beaucoup. Il est 15 heures. Nous avons terminé cette table ronde. Et voilà, je n'ai pas besoin de demander à ce qu'on vous applaudisse. C'est spontané. Merci beaucoup. Et on va donc enchaîner avec la table ronde suivante.